Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, alors nous allons creuser un peu notre sillon. Vous allez, d'ailleurs, vous n'allez pas nous en vouloir, et si vous nous en voulez, ben, vous pouvez cliquer ailleurs. Donc, ça va être vite réglé. Nous allons rester dans nos études chinoises. Vous avez déjà vu une série de vidéos sur la chaîne, mais je suis particulièrement content de vous présenter quelqu'un, vous allez sentir que j'aime beaucoup, que je connais depuis un petit moment maintenant, et que j'aime beaucoup, que vous connaissez, mais votre mémoire vous fait défaut. Ceux qui connaissent bien la philosophie et qui aiment la philosophie telle que nous la produisons au Cercle Aristote se rappellent de mon invité, vu qu'il a été le traducteur et qu'il a présenté pour vous la nouvelle histoire de la philosophie de Consenso Preve. Mais là, il nous vient pour un tout autre sujet. C'est lui qui a traduit et présenté les dialogues et propos de Mengzi, disponibles bien sûr sous nos presses et accessibles pour vous sous cette vidéo. Je vous présente un ami, je vous présente Yves Branca. Yves, bonjour. Bonjour. Alors, vaste programme, comme aurait dit le grand ancêtre. On va commencer, pour que les gens se familiarisent un peu avec toi. Comment, avant de voir comment tu en es venu à traduire, disons, ce monument de la pensée chinoise, un ouvrage qui est imposant en plus, ne serait-ce que physiquement, toi et la Chine, comment ça s'est fait? J'imagine que, contrairement à notre ami Ravenet, tu n'y es pas allé par le kung-fu. Donc, comment ça s'est fait, toi et la Chine? À l'origine, un rêve d'enfant, d'adolescent, d'enfant, je peux presque dire, puisque ça a commencé vers 10 ans. J'avais tendance à me prendre un peu pour Marco Polo. Voilà. La fascination du voyage de Marco Polo. Bon. Et puis, pendant l'adolescence, quand on prend conscience de bien des choses, quand on devient un peu critique, je dirais, un sentiment que j'ai eu très tôt, mais de façon très, très naïve, de la décadence de notre pays. De la décadence de notre pays et aussi de la décadence de notre culture. Bon. Donc, une tendance à m'évader. Voilà. Et puis, c'est devenu un peu plus rationnel, mais enfin, je suis de la génération dont je suis né à la fin de 47, j'avais donc 20 ans en 68, et je considère que nous étions dans l'ensemble une génération très naïve et qui avait peu de maturité. Voilà. Ce que vous appelez les boomers. Je suis un exemple parfait de boomer. Voilà. Voilà. Mais qui a peut-être été sauvé par un certain sens de l'esthétique. Voilà. Et comment ce sens de l'esthétique te conduit? Parce que toi, tu n'as pas uniquement aimé la Chine de loin. Tu y es allé on ne peut plus près. Donc, alors, c'était une... pourquoi la Chine et pourquoi précisément la Chine? Il y a eu des gens qui étaient en recherche existentielle comme tu pouvais l'être. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont allés dans les mêmes années que toi, mais qui sont allés dans l'Inde et qui sont allés sur les bords de l'Indus. Il y en a aussi qui sont allés en Chine, qui ont compris encore moins de choses que moi. Des gens qui allaient en Chine, qui par exemple y allaient 3 semaines et puis revenaient avec un livre qui s'appelait L'intelligence au pouvoir. Il y a des exemples de ça. Et je n'ose même pas nommer la personne à qui je fais allusion, parce que ça a été un de mes professeurs et que j'ai gardé ça c'est une dame d'ailleurs, qui elle était veuve de Staline, quoi. Et puis elle a... C'était terrible pour les communistes qui ont la déstalinisation et toutes ces choses-là. Voilà. Mais donc nous sommes dans les années 70. 60. Dans les années 60, parce que tu décides. Mon idée, j'ai été demandé d'être reçu à l'ambassade de Chine en 68. Aucun rapport avec aucun rapport avec les événements, c'était bien avant. J'avais commencé
je leur ai écrit une lettre en chinois parce que j'avais commencé à étudier le chinois en autodidacte en 67, à 20 ans. Voilà. Et ensuite, j'ai passé les diplômes, mais j'ai commencé le chinois en autodidacte. Et la prononciation m'était inculquée par un restaurateur du quartier latin, très cultivé, dont j'ai su plus, parce que c'était quelqu'un de très discret, qui était le président de l'association des Chinois d'outre-mer de Paris. Un homme très cultivé qui avait été un des pionniers de l'aviation en Chine. On avait sympathisé. Il avait trouvé intéressant ce jeune homme qui n'écrivait, qui ne traçait pas trop mal les caractères. Et comme il était pékinois, il m'avait enseigné la bonne prononciation. Voilà. Et en 68, quand un attaché culturel avait revenu au pas dans les grands salons, on m'a reçu en bas, mais ça a été cordial. Et à partir de ce moment-là, ils ont eu mon nom. Et puis, comme il y avait des petites revues, des petites publications d'amis de la Chine dans lesquelles j'ai fait quelques petites traductions, alors de ce que les marxistes pro-chinois jugeaient bon de faire connaître. Hein. Mais enfin, c'était plutôt littéraire ce que j'ai fait. J'ai traduit, par exemple, en 71, le livret du ballet La fille aux cheveux blancs, qui était une très belle œuvre. C'est un ballet révolutionnaire qui reprenait les thèmes musicaux de la musique d'un certain film qui avait été tourné à Yan'an. À Yan'an, donc dans la base révolutionnaire de Yan'an. C'est l'histoire d'une jeune femme persécutée par un propriétaire foncier qui l'empêche de se marier. Son fiancé, une histoire réelle d'ailleurs, son fiancé s'engage dans la 8e armée communiste, et comme cette jeune révoltée s'enfuit dans les montagnes, et sa vie est tellement rude, n'est-ce pas, que à 25 ou 30 ans, ses cheveux sont tout blancs, les paysans la considèrent comme le démon ou le fantôme de la montagne, et elle retrouve son fiancé quand elle est libérée par les 8e armée. Voilà. Et c'est un très beau film, qui est difficile à voir aujourd'hui. Moi, je l'ai connu par Régis Bergeron, qui était aussi un ancien stalinien devenu ami de la Chine, et un des fondateurs du Parti communiste marxiste-léniniste de France, n'est-ce pas? Voilà. Dont j'ai fait partie un an, d'ailleurs, en 67. Tout se mélangeait. Voilà. Alors, j'ai traduit quelques petites choses comme ça pour une revue. C'était pas la revue des Amitiés franco-chinoises, c'était une autre, mais ce sont des traductions qui avaient été revues par des universitaires chinois patriotes qui avaient des relations amicales avec ces milieux pro-chinois. Alors, il y avait deux lignes. Hein. Je sais que j'ai l'air de penser comme un ancien combattant, et pourtant j'avais déjà une certaine distance par rapport à tout ça. Mais il y avait donc la ligne du Parti communiste marxiste-léniniste de France, c'était en réalité des néo-staliniens. Hein. Et puis, la ligne de tous les disciples d'Althusser. De tous les disciples d'Althusser, dont le nid était le département de philosophie de l'école normale de Nantes, Sup. Et alors ça a donné toutes les dérives anarcho, des dérives absolument délirantes. Les établis, voilà, les gens... Ce que Lénine appelle le gauchisme. Le gauchisme, absolument. Absolument. Appelle le gauchisme. Mais le gauchisme est issu de la... Les parents de ceux que nous avons aujourd'hui. Issu de la pensée d'Althusser. Hein. Alors là, je renvoie, pour la pensée, la critique d'Althusser, là, je renvoie à Costanzo Prévé. Il y a un beau passage dans son histoire, parce que lui avait étudié de très près tout ça. Lui, en tant qu'élève de Marx cherchant une voie. Je le rappelle pour nos amis du Cercle Aristote qui peuvent le lire et qui n'y manquent pas, parce que chaque année, les exemplaires sortent. Costanzo Prévé, pour ceux qui prennent le train en route, c'est simple, c'est l'un des deux grands philosophes italiens marxisants depuis la guerre. Voilà. Et dont Yves a traduit énormément de travaux, dont son œuvre maîtresse, sa nouvelle histoire de la philosophie,
en accessibilité également pour vous. Mais surtout pour l'originalité et la sincérité de sa démarche, et son immense culture, bien sûr. Mais il y avait une démarche très, très particulière, très... il disait lui-même que c'est quelqu'un qui alors qu'il aurait pu accéder à l'enseignement supérieur, a toujours préféré, pour être plus libre de toutes les sectes, étant enseigner dans un lycée. Voilà. Exactement ce que disait Jean-Claude Michéa, le lycée me permet d'éviter toutes les choses trappes et les duels de couloir de l'université. Et donc, nous sommes fin des années 60, début des années 70, toi, tu vas y aller. Tu pars. Tu vas partir à un moment. C'est fait, oui. En réalité, j'avais donc, après avoir terminé mes études de philosophie, j'avais commencé mes études de chinois. Alors j'étais vraiment très avancé, par rapport au niveau, attention, par rapport au niveau moyen de Paris 8. Oui. Je considère aujourd'hui que j'étais très faible. Très faible. Mais par rapport au niveau moyen de Paris 8, j'étais quand même dans les meilleurs. Et alors, donc, dans le cadre de cette réouverture timide, la Chine a fait venir, à partir de 1973, ses premiers étudiants étrangers. Et j'ai posé ma candidature. Mais il s'est trouvé que j'avais noué une relation assez personnelle avec Régis Bergeron, qui était quelqu'un d'extrêmement cultivé et puis qui était plongé plus, avant toute chose, dans son histoire du cinéma chinois, qui est quelque chose de très brillant, très complet, très érudit, et plein de sensibilité. 3 volumes, dont le dernier a dû paraître un peu avant 2000, dans les années 90. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai connu le nom quand tu m'en as parlé. Ouais. Et Bergeron m'a dit, il y a une autre possibilité. Ils ont besoin de quelqu'un pour la revue Littérature chinoise aux éditions en langues étrangères de Pékin. Et la revue Littérature chinoise, à l'époque, c'était surtout la traduction des œuvres modèles révolutionnaires qui étaient toujours patronnées par Madame Mao. Et les 4, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Et puis alors, il y avait des petites nouvelles sur la lutte des classes à la campagne, comment un paysan avait adapté la dialectique du président Mao pour la conservation des tomates. Bon, mais c'était quand même une façon d'aller en Chine, n'est-ce pas? Voilà. Et j'étais un peu impatient. Mon dossier était fait pour le recrutement. Et puis j'ai voulu aller un peu plus vite, peut-être. Et puis j'avais à l'époque une amie qui aurait été aussi assez... Alors elle, c'était pour le goût de l'aventure. Elle m'a rejoint d'ailleurs après. Mais qui voulait à tout prix aller en Chine aussi, d'une façon encore plus enfantine que moi, je dois dire. Voilà. Et puis ça s'est très bien passé parce que je me suis adapté et que j'ai... alors un de mes professeurs chinois m'avait calligraphié la maxime Sui Yu or An, c'est-à-dire rester calme, quoi que vont... Shen Wen Xing Sui or An, c'est-à-dire adaptez-vous à l'environnement, s'adapter à l'environnement et rester calme quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, j'ai fait ce qu'on me demandait de faire, tout simplement. Et puis, peu à peu, en 2 ans et demi, je n'ai pas terminé la 3e année pour des raisons personnelles et familiales, mais j'ai dû, disons, je peux dire que partir de la 2e année, j'ai noué des relations personnelles, non seulement avec les anciens experts, mais avec les traducteurs, qui étaient souvent interprètes aussi, suivant leur niveau, et on les envoyait faire les interprètes selon les besoins des échanges internationaux
qui commençait à se multiplier dans ces années-là. Hein. C'était les années qui suivent la rencontre de Mao et de Nixon. Tout à fait. Voilà. Donc, et ce que j'ai constaté, c'est que le pays fonctionnait, qu'il y avait j'ai parlé dans le long article que j'ai fait sur le livre de Chao Tignan du film d'Antonioni, La Chine, que Chou Enlai avait presque commandé à Antonioni. Pas commandé, mais Antonioni avait pris contact. Fermement suggéré, disons. Disons que non, c'est pas exactement ça. Antonioni, bon, en 70, c'est-à-dire après l'affaire Ling Piao, en 71, la Chine s'est ouverte. Ouais. Et Mais on est au début du processus qui va mener à Deng, et donc à ce qu'on appelle la modernisation chinoise. oui, mais avec une lutte terrible entre les deux lignes qui s'est maintenue jusqu'à la mort de Mao. Mao n'avait plus la force de trancher cela. Tu peux le résumer très brièvement. À la fin du maoïsme, tu as la ligne de la modernisation et tu as la ligne qu'on qualifiera peut-être de gauchiste d'un certain côté ou de... Comment la qualifierais-tu ? Difficile à dire, mais pour ce qui est de Ling Piao, on peut parler, et il n'y a pas de diabolisation dans le terme que je vais employer, peut-être de quelque chose qui aurait pu ressembler à une sorte de fascisme. À une sorte de fascisme. Si Ling Piao avait triomphé, c'est pas entièrement impossible, parce que c'était une ligne militariste. Tout était tenu par l'armée. Tout était tenu par l'armée. Oui. C'est l'armée. Oui, on n'est plus dans la lignée du nationalisme libéral chinois, enfin, ou libéral entre guillemets, qui avait éclos, enfin républicaine plutôt, qui avait éclos avec Sun Yat-sen. On est plutôt dans un militarisme européen, tu penses ? Non, mais un militarisme qui aurait pu prendre une forme chinoise. Ouais. Qui aurait pu prendre une forme chinoise. Militarisme à l'européenne, quoi. Tu vois, c'est-à-dire l'armée devient l'avant-garde du pays, quoi. Mais elle l'était devenue parce que le désordre avait été le désordre des années 66, 67, 68 avait été tel que et c'est ce qui explique la montée de Lin Piao et le fait que Lin Piao ait été désigné. Lin Piao qui était resté très discret pendant la période de trouble. Qui était resté très discret pendant toutes les années 50 et 60. Lin Piao était le maréchal Lin Piao, c'était le chef suprême de l'armée chinoise après Mao. Mais sa dignité, sa fonction était uniquement militaire. Au 9e congrès, il est devenu le successeur désigné de Mao. Voilà. Ensuite, il n'y a plus de successeur désigné. Mais ça, cela montre quelle importance avait pris l'armée. Oui, donc voilà. Si tu veux, cette ligne-là écartée, tu as la ligne de modernisation. Voilà. Et la ligne ultra-gauchiste... Qui est la ligne de la bande des quatre. Voilà, qui, pendant longtemps, s'était associée à la ligne de Lin Piao, à la ligne militariste. Mais il faut en distinguer, c'était deux choses différentes. Et donc, si tu veux, l'histoire est connue. Oui. À la fin, la ligne de modernisation finit par tout emporter. Oui. C'est la prise de pouvoir de Deng. Absolument. Et la marche à la puissance de la Chine. Tout à fait. Telle qui aboutit aujourd'hui à Xi Jinping. Oui, absolument. Or, justement, ça nous permet de la transition vis-à-vis du choix que tu as fait, et je te remercie une nouvelle fois de nous avoir fait confiance pour publier tes travaux. Pourquoi revenir dans cette Chine, entre guillemets, triomphale, auquel d'ailleurs maintenant l'Occident a un rapport biface, c'est-à-dire de suradmiration et en même temps de surcrainte, rapport que l'Occident a avec d'autres pays, la Russie par exemple, mais
pourquoi, face à, dans cette actualité du triomphe de la puissance chinoise, pourquoi avoir choisi de retraduire, de présenter un penseur qui va apparaître à tout le monde ancien, vu que c'est l'un des continuateurs de Confucius. C'est le continuateur. C'est le continuateur hors de Confucius. Pourquoi Mengzi, et avant que je t'interroge sur Mengzi lui-même, pourquoi l'avoir choisi? Parce que c'est une vraie traduction, tu y as passé un temps considérable, c'est un ouvrage énorme, c'est une fierté d'éditeur pour moi, mais pourquoi l'as-tu choisi? Parce que, avec un autre penseur dont je parle dans mon introduction, qui est Sun Tzu, qu'on a appelé le confucianiste, le confucéen réaliste. En réalité, on retrouve le recours à Monzi à toutes les époques où il y a eu débat dans la pensée chinoise. Il y a eu des débats chez les lettrés. D'abord, il est resté quelque chose de ce qu'on a appelé l'époque des cent-écoles. Cent, c'est un terme rhétorique, hein. C'est-à-dire toutes les écoles qui se disputaient entre elles dans les cours des princes des royaumes combattants. Voilà. Et la pensée chinoise a été unifiée, s'est unifiée sous les Han, à partir du confucianisme, mais aussi d'autres choses, une sorte de cosmologie, des correspondances entre le ciel et la terre. Bon. Mais il est toujours resté quelque chose de ces écoles. Et ensuite, ce qui a favorisé l'essor des concepts, c'est la polémique, enfin, disons, la rencontre, ou plutôt l'introduction du bouddhisme en Chine. L'introduction du bouddhisme. Alors, il faut savoir que le bouddhisme est devenu un élément de la religion populaire chinoise. Alors là-dessus, il y a un excellent livre, qui est déjà ancien, qui s'appelle La religion des Chinois de Marcel Granet. C'est un livre admirable. Admirable. Mais le bouddhisme n'a jamais été agréé par les confucéens. Jamais. Parce que les confucéens ont toujours... C'est ce qui est inhérent à la pensée confucéenne, c'est de refuser de parler de l'au-delà. Bon. Et c'est là que c'est pourquoi j'ai apporté quelques citations qui... Seul le saint, c'est-à-dire le sage suprême, s'efforce de ne pas connaître le ciel. Bon, comment peut-on expliquer? L'opération du... C'est de Sun Tzu. L'opération du ciel est imperceptible. Mais alors tout ça, on le trouve chez Monzi, exprimé d'une autre façon, exprimé dans des dialogues, ou exprimé d'une façon, je dirais, moins philosophique. L'opération du ciel est imperceptible, mais on perçoit ses résultats. Tout le monde la connaît donc en tant qu'elle est accomplie, mais personne ne la connaît en tant qu'elle est sans forme. Et c'est ce qu'on appelle le ciel. Seul le saint ne s'efforce pas de connaître le ciel. Parce qu'il ne faut pas disputer au ciel sa fonction. Et Sun Tzu montre, après Monzi, après Confucius, mais plus clairement encore, que l'homme ne peut constituer une trinité avec le ciel, et je dis bien une trinité, une triade en réalité, que par juxtaposition, en déterminant quelle est sa place exactement. Et là, on retrouve quelque chose que la pensée européenne a connu dans le stoïcisme.
la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Voilà. Voilà. Sun Tzu est très clair là-dessus. Délaisser ce par quoi on fait partie de cette trinité, tout en aspirant à en faire partie, quelle illusion! Voilà. Eh bien, je pense que cette attitude à l'égard disons, de l'au-delà, d'un autre monde, elle est constante dans la pensée chinoise. Ce qui ne va pas empêcher le bouddhisme, et puis alors, l'idée de la métempsychose, du nirvana, etc. Et puis surtout, une mystique taoïste aussi, une mystique taoïste qui est aussi passée dans la religion populaire. Alors là, il y a une véritable hiérarchie des dieux, mais on peut considérer que la religion populaire, c'était, et c'est probablement toujours, chez beaucoup de Chinois, quelque chose qui est répandu partout, mais un lettré pense comme Sun Tzu, ou déjà comme Monzeux, comme vous le verrez, lorsque Monzeux distingue par exemple ce qui distingue déjà ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, et donc ce qui dépend du ciel et ce qui dépend de nous. Alors, justement, on va en venir à Mengzi lui-même. Oui. Je voudrais rappeler, on va commencer par la base, on va aller petit à petit pour que les gens comprennent bien où on veut en venir à travers ce petit voyage dans l'immensité qu'est la pensée chinoise. Oui, tout à fait. Premièrement, pour toi, Yves, peut-on qualifier la pensée chinoise de philosophie? À titre personnel, je vais te dire ce que j'en pense modestement comme historien des idées de formation. Je trouve ce débat particulièrement oiseux. Particulièrement oiseux, c'est un débat qui en réalité occupe particulièrement les élèves Heidegger, qui pensent que la philosophie ne va qu'à l'esprit européen. Le problème, c'est que chez Heidegger, l'esprit européen, en réalité, malheureusement, c'est pas... chez Heidegger, quand on entend le terme européen par Heidegger, il y a un sous-entendu qui est très net. Vous n'êtes pas à Delphes, vous n'êtes pas à Cambridge, vous n'êtes pas à la Sorbonne, vous êtes dans la forêt noire. C'est ce type d'Européen-là, quand même, qui est derrière très largement. Et les deux grandes mamelles de l'heidegerianisme, je brosse à grands traits, donc une part d'heidegerianisme gauchisant qui va arriver dans certaines interprétations de l'école de Francfort et autres, et surtout un heidegerianisme de droite et d'extrême droite qui est encore aujourd'hui malheureusement prégnant dans toute une part des droites et des extrêmes droites européennes, dénie à tout non-européen l'accès à la philosophie. C'est donc résultat, ça permet ce tour de force extraordinaire de faire une croix sur la pensée hindoue qui est quand même, si tu veux, un système de pensée est valable s'il a permis à des hommes de faire des civilisations pendant des millénaires. Ça, c'est un constat. La Chine a existé, l'Inde a existé. Alors, petite nuance, la Chine a existé, l'Inde sous une forme politique, c'est beaucoup plus discutable. Mais la pensée indienne, c'est indiscutable. Or, ça veut rien que pour ça, ça veut dire que c'est viable. La première chose d'un être vivant, sa viabilité, c'est de résister à la mort. Bon, donc, si tu veux, je trouve ce débat particulièrement oiseux, mais on a tout à fait le droit d'être en désaccord là-dessus. Pour toi, y a-t-il une philosophie chinoise? Ah oui, incontestablement. Incontestablement, j'estime qu'il y a une philosophie chinoise. Je dirais qu'on peut parler de philosophie, de quelque chose, non pas d'identique, mais d'analogue aux démarches de pensée européenne, à partir... J'hésite. Est-ce qu'on peut considérer que c'est à partir de Monzeux, ou est-ce que vous considérez, alors ça c'est certain, c'est sûr, à partir de Sun Tzu, qui écrit de la génération qui suit Monzeux, c'est-à-dire
le IIIe siècle. Mmh. Le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Hein. Menseux, c'est le quatrième. Il meurt au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et tous deux ils ne se sont pas rencontrés, évidemment, mais ils ont participé participé au débat de l'académie de Tsia du pays de Tsi, qui était entretenu par les rois de Tsi, avec lequel Menseux, d'ailleurs, c'est avec un de ces rois que Menseux a certains de ses échanges, de ses dialogues les plus importants. Alors, considérablement, on peut parler de philosophie. Et puis, à plus forte raison, lorsque ce qu'on appelle qu'est-ce que c'est que le néo-confucianisme? Le néo-confucianisme, c'est le confucianisme qui renaît, ou plutôt qui se reformule à la fin des Song, parce que la dynastie des Han a adopté donc le confucianisme à partir de 100 avant Jésus-Christ, hein, à partir sous l'empereur Hanwuti. Hein, et alors, il y a eu deux grands courants, les partisans des textes en caractères anciens et en caractères nouveaux, parce que l'immense incendie des livres, moi j'emploie le vieux terme de brûlement, le brûlement des livres, qui avait été ordonné par Qin Shi Huangdi, l'unificateur légiste et autoritaire de la Chine. Ça a été une œuvre immense, mais une œuvre administrative menée de façon extrêmement dure. Tous les ouvrages des écoles de l'époque des royaumes combattants ont été brûlés, mais un exemplaire était conservé dans la bibliothèque du palais impérial, et seuls avaient accès à ces ouvrages ceux qu'on a appelé les lettrés au vaste savoir, qui étaient ceux qui étaient censés donner une forme à ce qu'il faut bien appeler l'idéologie de ce régime très particulier, qui a laissé des structures administratives, incontestablement, mais qui n'a pas tenu parce qu'il était trop autoritaire. Voilà. Et surtout parce qu'il avait fait disparaître les structures familiales. Voilà. C'est-à-dire que les paysans étaient réduits à un véritable servage. C'était un régime qui était né d'un art de la guerre totale, hein, et qui ne fonctionnait que par une sorte de code des récompenses, des châtiments et des récompenses, avec des châtiments terribles, et des récompenses qui constituaient à donner à ceux qui s'étaient illustrés dans la guerre, à leur donner une sorte de tenure de plusieurs familles de serfs, par exemple, de paysans asservis. Donc, dislocation complète des anciennes structures familiales. Donc, ce système ne pouvait pas tenir. Voilà. Donc, sous les Han, lorsque la tradition confucéenne a été choisie parce que c'était déjà la tradition de la Chine, enfin de ce qui n'était pas la Chine, la tradition du pays des Huaxia. Les Huaxia, dans Huaxia, il y a le mot Xia, c'est le nom de la première dynastie historique, la dynastie des Xia. Voilà. Le nom de la Chine vient du pays de Qin. Le pays de Qin, c'est-à-dire le pays de cette dynastie qui a réalisé cette première unification autoritaire après avoir vaincu tous les royaumes combattants les uns après les autres par la guerre totale. Par la guerre totale. Par la guerre totale.
Voilà. Ça- Alors là j'ai fait une longue parenthèse pour dire que sous les Han, le fait que l'on ait dû reconstituer beaucoup de textes, parce que dans les désordres qui ont suivi la chute d'Etzin, les palais d'Etzin ont été brûlés, donc tous les donc voilà, cette bibliothèque a été brûlée, mais beaucoup de lettrés confucéens avaient soit mémorisé, soit gardé les, heu, les textes, et puis également les textes des autres écoles. Alors il y a eu pendant les 2 premiers siècles, surtout à partir du 2e siècle de la dynastie des Han, qui correspond au 1er siècle avant Jésus-Christ, et on peut dire pendant le 2e, le 3e, pendant les 3 la dynastie des Han a duré 4 siècles, hein, environ 210, 200, 208 ou avant Jésus-Christ, jusqu'au début de l'époque des 3 royaumes, c'est-à-dire vers 200 après Jésus-Christ. Hein. Pendant donc les 3 derniers siècles de la dynastie des Han, il y a eu un travail considérable de reconstitution des textes anciens par des documents qui avaient été conservés en secret. Souvent, on les cachait dans les murs de certains édifices ou de certaines maisons. Et puis, beaucoup de lettrés les avaient, encore une fois, les gardaient dans leur mémoire. Mais ça a été un travail considérable, considérable. Et je cite un des commentaires de Zhuangzi, qui est un des commentateurs néo-confucéens de Manse, qui fait allusion à cette difficulté de reconstituer dans le détail les traditions et même les rites, parce que il y avait des traités. Un traité très important a été perdu, le traité de la musique. Il a été en partie reconstitué par Sematsien, l'historien, le premier historien, l'auteur d'une première histoire générale de la Chine. C'est l'époque où l'empereur Wu Ti penche pour le confucianisme, c'est-à-dire environ 100 avant Jésus-Christ. Voilà. Alors, donc, si tu veux, la disparition de ces textes a fait que ceux que l'on a retrouvés ou reconstitués ont été écrits en caractères nouveaux. Alors, ces caractères nouveaux, d'ailleurs, qui avaient été créés par Lisse, le principal conseiller légiste de Qin Huangdi, qui avait conçu lui-même. D'abord, il y avait des différences de forme de caractère dans chacun des États, et lorsque tous les États se sont trouvés absorbés par Qin, il a fallu concevoir une forme unifiée de caractère, comme on a unifié les poids et mesures. Et également la largeur des routes, la largeur le diamètre des chars, etc. Voilà. Il y a eu une unification. Bon. Et comme on retrouvait les caractères qu'on retrouvait, quand on les retrouvait, c'était des caractères, des textes en caractères anciens, eh bien, certains préféraient se référer aux caractères anciens. Dans les débats intellectuels, il y a toujours eu Je prends la balle au bon, parce que ce que tu dis est très important. Ça nous permet un arrêt sur image. Oui. Et on va arriver à Mengzi très facilement, parce que, à partir de Confucius, oui, on oublie, parce que, vu de loin, pour les Occidentaux, Confucius, c'est la pensée de la concorde et de l'ordre. Vu de loin. Oui. Ils oublient que Confucius, comme les
bâtisseur d'ordre et de nation, ce qui est... Enfin, bâtisseur d'ordre en tout cas, Confucius est quelqu'un qui agit face à un désordre. Oui, au début d'un grand désordre. Au début d'un grand désordre. Donc si tu veux, Dont il voyait tous les prémices. il voyait tous les prémices de cet événement qui est un... Alors nous, on ne le voit absolument pas parce que... Alors c'est drôle, la jeune génération, dans la toute jeune génération, à partir de mon âge, tout le monde, tous les hommes de ma génération connaissent Guan Yu, connaissent les héros des royaumes combattants. Mais tout simplement parce que nous, on nous les raconte de manière héroïsée, etc. Mais nous, les Européens d'un point de vue global, les Occidentaux plutôt d'un point de vue global, ne prennent pas la mesure du traumatisme dans l'âme chinoise et dans la pensée chinoise de ce sont la guerre des Trois Royaumes, de ce que c'est la grande guerre chinoise. Comme tu l'as bien dit, l'unification par la guerre totale, etc. Les Trois Royaumes, c'est autre chose. Oui. C'est un retour au désordre, mais qui est même moins grave. Oui, tu as raison. Qui est moins grave que la... C'est la fin des Han. C'est la décadence des Han. Tout à fait. Et la division de la Chine après les Han. Mais si tu veux, c'est l'échec c'est l'échec de l'unité chinoise, en fait. Un échec relatif, parce que tous ceux qui ont essayé de reconstituer l'unité chinoise, qui ne s'est reconstituée que par les Sui au 5e siècle, donc il y a eu deux siècles de division, avec 6 dynasties, 5 royaumes, etc., etc. Ça va commencer par 3 royaumes, toutes sortes de divisions. C'est toujours le recours à la pensée de Confucius qui a permis ces reconstitutions. Toujours. Tout à fait. Toujours. Toujours. Là où je voulais en venir. C'est que toujours. Enfin, à la pensée confucéenne. Hein, oui. Donc, si tu veux, donc, le maître et ses continuateurs et exégèses. Non. Si tu veux, à partir, donc justement, de cette réaction aux prémices du grand désordre, oui. Si tu veux, tu as cette doctrine qui va permettre, tu le dis très bien, de refaire l'unité chinoise à plusieurs reprises. Dans cette doctrine, la place de Mengzi, c'est le continuateur immédiat, nous sommes d'accord. Enfin, le continuateur... Mengzi est né... Comment Mengzi est né un siècle après la mort de Confucius, très exactement. Hein, à quelques années près, parce qu'on ne connaît pas la naissance. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a vécu entre 380 et 200 et le début du IIIe siècle. Mmh. Donc il a vécu au moins 80 ans. Et on peut dire qu'il est le continuateur parce qu'il est un disciple du petit-fils de Cixi, qui a été un des principaux disciples de Confucius, et probablement l'auteur de plusieurs textes importants, dont, un des auteurs de plusieurs textes importants, dont L'invariable milieu et La grande étude et le traité de la piété filiale. Voilà. Il en est et il est le disciple d'un petit-fils de Cixi et de Zhuangzi, qui lui-même est un disciple de Confucius. Quelle est sa... Comment dire? Que laisse-t-il dans la doctrine confucéenne après lui, Mengzi? Qu'est-ce qu'il y rajoute? Qu'est-ce qu'il met en surbrillance? Qu'apporte-t-il? Il n'y ajoute rien. Il explicite. Il explicite, parce que quel a été le travail de Confucius? Le travail de Confucius a été principalement d'ordonner et à la fin de sa vie d'éditer, mais après avoir étudié toute sa vie et remis en ordre,
les premiers textes, ce qu'on appelle les textes canoniques, c'est-à-dire les œuvres ce qu'on pourrait appeler les scribes de la dynastie des Zhou, de la première époque de la dynastie des Zhou, et peut-être du duc de Zhou, pour certains de ces textes. Voilà. Donc, ça a été de réviser, de mettre en ordre le livre, ce qu'on appelle improprement les annales de la Chine, c'est-à-dire en réalité le livre des documents, c'est-à-dire des documents très anciens, des harangues, un texte tout à fait extraordinaire qui s'appelle la Grande Norme, où il est question pour la première fois de la voix du ciel et de la voix de l'homme, le livre des poèmes, qui sont les premiers textes écrits, les premiers textes non divinatoires, écrits dans une langue qui avait commencé à se former. Alors ça a été le grand apport de Van der Meer, je te montrais comment tout cela s'est formé, à partir des inscriptions oraculaires. Voilà. Les caractères chinois se sont formés à partir d'inscriptions oraculaires sur os, d'abord omoplate de mouton et carapace de tortue. Voilà. Et puis ensuite, on indiquait... donc, ce sont des textes très archaïques. Et puis, il y a les traités des rites. Alors, les traités des rites ont été entièrement reconstitués sous les rames, mais ils existaient déjà. Le traité de la musique a été perdu. La musique a un très grand rôle dans la pensée de Confucius, et Monceux aussi y fait allusion. Il y a une mauvaise musique, une bonne musique, n'est-ce pas? Il y a une musique... Ça pourrait nous servir. Ah ben bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est absolument évident. C'est absolument évident. Ils n'ont pas été en face de Nakamura, ça se voit. Mais non, mais c'est vrai que ces choses se tiennent. C'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Donc, c'était principalement cela. Et justement, dans les traités des rites, il y a des paragraphes, des commentaires, des remarques, des propositions qui sont attribuées à Confucius. Il n'est pas du tout impossible que ce soit en effet des commentaires ajoutés par Confucius dans ce travail je dirais presque d'édition des textes, puisqu'il a passé ces toutes dernières années, après presque 20 ans de vie errante, il a commencé à errer à partir de 56 ans, parce qu'il n'était pas entendu, et puis parce qu'il y avait une très forte opposition à son action de ministre de la Justice de son État. Confucius a eu ce rang. Entre l'âge de, on va dire, 56 ans et sa mort à 72 ans, Confucius a erré. C'est dans ces toutes dernières années, il est rentré vers 70 ans dans l'état de loup, et il a continué et achevé l'édition de ces textes, et en particulier la rédaction d'un texte qui est très important, c'est les printemps et automnes du pays de loup, c'est-à-dire une chronique des pays de loup dans laquelle il fait ressortir c'est une annale des actes de gouvernement et des guerres, mais dans lesquelles il cherche à faire paraître les actions qui s'écartent de ce qu'il considère comme la voie, et les actions conformes à la voie. À propos des guerres, par exemple, il écrit « Il n'y a pas une guerre, il n'y a pas une guerre juste, il n'y a pas eu une guerre juste dans ces siècles-là, c'est-à-dire entre le 7e
Et entre le 7e siècle et son temps, Mmh. il n'y a pas eu une guerre juste parce que ce sont des guerres entre usurpateurs. Une guerre juste, c'est le roi qui, euh, qui mène ou qui décide une expédition punitive. Mmh. Voilà. Mais ces guerres entre usurpateurs ne sont pas des guerres justes. C'est un exemple. Voilà. Et ça concerne évidemment tous les aspects des relations sociales. Mmh. Voilà. Donc c'est printemps et automne. Printemps et automne, ça veut dire tout simplement chronique. Hein, c'est une manière de dire chronique. Ou annale, au sens propre du terme. Voilà. Et alors les entretiens de Confucius, qui sont, c'est un texte important, mais assez court finalement, et ce sont en effet des dialogues très courts, où des disciples ont noté des paroles importantes du maître, mais l'action de Confucius, l'œuvre de Confucius, ça a été principalement cette remise en ordre des premiers, ce qu'on peut appeler les textes canoniques de la dynastie des Zhou, ce qui, à l'époque moderne, a fait taxer les plus modernistes, les républicains, et puis les républicains les plus occidentalistes, et les 2 premières générations des marxistes chinois ont taxé le confucianisme d'utopie rétrospective. Puisque le modèle, c'était évidemment une sorte, ce qu'on appellerait dans notre langage un âge d'or, n'est-ce pas ? Un âge d'or. Mais les modèles qui sont donnés sont en effet des modèles de bon gouvernement. Voilà. Quelle sera la postérité de Mengzi dans la pensée chinoise ? Alors, la postérité, d'abord immédiate. On va venir ensuite à la postérité des grands anciens dans la Chine actuelle. Mais la postérité de Mengzi lui-même, dans le temps qui le suit immédiatement et jusqu'à nos jours. Alors, ce qui est certain, c'est que Mengzi n'a pas été canonisé comme Confucius. Préciser, canoniser, qu'on ne fasse pas qu'on ne se trompe pas avec le processus de canonisation que pratiquent nos amis catholiques. Oui, mais il y a quand même une analogie. Parce qu'il faut bien une religion. Oui. Et que nous avons là affaire à ce qui tient lieu de religion, à ce qui est le cours. Alors là, ça, c'est une grande question. Et je suis encore en train d'y réfléchir, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai recouru à Auguste Comte dans mon introduction. Bon. Si on veut parler de canonisation, qu'est-ce que c'est qu'un texte canonique ? Un texte canonique, évidemment, pour les gens qui croient à un Dieu créateur et un Dieu qui se révèle, n'est-ce pas ? C'est un texte révélé. Mais un texte canonique, c'est un texte qu'on prend pour norme, qui indique une norme, qui indique un modèle. Ok, canonique. Voilà. Je voulais que, au cas où, pour éviter les mal comprenants. Donc, Liang Shuming a toujours dit, et Liang Shuming, c'est un des penseurs les plus importants, les penseurs modernes les plus importants. Tu lui as d'ailleurs consacré une étude. Un article, une petite présentation. Dans le Pourquoi combattre. Mais Liang Shuming a toujours dit que l'éthique de réciprocité confucéenne est ce qui en Chine avait tenu lieu de religion. Voilà. Encore une fois, il y a cette religion populaire qui est où se mélange, mais chacune a sa place. Hein, le confucianisme principalement dans la famille,
hein. Mmh. Et pour certains, alors ça c'est à la liberté, c'est selon la liberté et les tendances de chacun, puis et des traditions locales Mmh. également. Heu, une certaine idée de la rétribution de nos actes par une renaissance favorable ou défavorable. Évidemment, il y a des érudits qui méditent sur le vide, sur la vacuité, sur la pureté de l'incréé, et cetera. Mais c'est pas du tout la religion populaire. Ou alors, des divinités taoïstes, des divinités issues du taoïsme qui est lui-même une forme populaire d'une pensée qui s'est formée en même temps que la pensée confucéenne, mais qui est toujours qui restait toujours c'est resté la pensée des gens qui se retiraient complètement du monde. Il y a toujours eu en Chine des lettrés qui, se retiraient complètement du monde parce qu'ils désapprouvaient ce qui se faisait autour d'eux. Mmh. Voilà. D'où, d'où une certaine forme de et ce sont des gens qui ont surtout été des peintres et des poètes. Mmh. Voilà. Mais Oui, c'est une pensée du renoncement. le bouddhisme surtout, c'est non, de la mise à l'écart, De la mise à l'écart. de la séparation, de la séparation. Hem, Mais en attendant, en guettant toujours, pour certains, le moment peut-être de pouvoir apporter leur concours à l'œuvre, au bien commun, au bien commun. c'est plus une pensée, oui, du retrait. Du retrait, du retrait, du Pardon. retrait, Donc, du, le du retrait. ça nous amène, si tu veux, à travers ce voyage, à travers les disons, les hommes qui ont maintenu l'unité de la pensée chinoise, Mmh. ce qui n'est pas rien, c'est quand même gigantesque. Oui. Ça nous amène, même sans aucune transition brutale, ça nous amène à la Chine immense que nous avons en face de nous. Bien sûr. Or, Bien sûr. question pour toi. Quelle est la postérité de ces grands hommes, donc de Mengzi, de Confucius, de Sun Tzu, dans la Chine actuelle? Est-ce que la Chine a encore, alors qu'elle est au fait de sa puissance scientifique, militaire et autres, a-t-elle l'utilité des grands ancêtres? 1. 2. Est-ce que la Chine n'a pas aussi le risque, parce que les Chinois ne sont pas du tout une termitière ou une fourmilière comme des gens qui ne comprennent pas la Chine aimeraient les caricaturer. Il n'y a pas plus individualiste qu'une part des Chinoises, qu'on vit avec, on le comprend, Ce qui explique toutes ces attitudes de retrait. ce qui explique toutes ces attitudes de retrait. Or, Et qui sont infiniment respectés, hein, parce que ce sont souvent de très grands poètes et des peintres en même temps. Souvent d'ailleurs un poète, et c'est un peintre aussi, et parfois un musicien aussi, d'ailleurs. mais tu vois, y a-t-il Un musicien. un risque, comment dire, de dilution de l'unité spirituelle de la Chine? Individualisme occidental, machin, consumérisme, n'importe quoi. Mais est-ce que la Chine a encore quelque chose à trouver pour son unité, vu que son unité, quand même, on ne peut pas imaginer que Xi Jinping, comme la plupart des hommes qui l'entourent, ne pense pas à un risque, pas à court terme, mais un risque, disons, de dilution du lien chinois. C'est un risque pour tout gouvernant. Alors, tu me diras, c'est plus proche pour les Occidentaux que pour les Chinois, ça c'est sûr. Mais est-ce que la Chine a encore des ressources d'unité à trouver dans les grands ancêtres pour toi? Et quel est son rapport aux grands ancêtres aujourd'hui? Je suis persuadé qu'elle ne peut les trouver que là. Qu'elle peut les trouver principalement là. Hein. Quand la Chine s'est ouverte à la pensée occidentale, ça a toujours été... Bon, il lui a fallu beaucoup de temps pour admettre, pour se réveiller de sa dormition.
Enfin, un temps relatif. Et sans mais Aussi être là, à peu près. ah non, non, pour se réveiller, pour se réveiller. La dormition, selon moi, elle commence sous l'empereur Qianlong, celui qui a eu le plus long règne au XVIIIe siècle. Et j'aime pas beaucoup le premier livre de Pierre Fitt, paru en 72, Quand la Chine se réveillera, le monde tremblera. D'ailleurs, c'est un livre qu'il n'a pas rédigé, et j'ai eu connaissance de plusieurs pages plagiées de quelqu'un que j'ai très bien connu, qui était bon. Mais en revanche, sur la Chine, en revanche, il a écrit quelque chose de tout à fait excellent. Sur la Chine, il s'est bien rattrapé. Parce que ce maître qui lui avait donné une leçon en lui écrivant pour lui faire remarquer qu'il avait très courtoisement à la chinoise qu'il le priait de changer 2 pages de son livre qui était purement copie. Bon. C'est l'Empire immobile, c'est-à-dire le récit de l'expédition de Macartney dans les dernières années du règne de Qianlong. L'Empire immobile, c'est la Chine qui est déjà en dormition parce qu'elle se sclérose. Elle se sclérose, et que avant même l'irruption agressive de l'Angleterre par ce qui va donner la guerre de l'opium, précisément à cause de la prospérité qu'avait donné le règne de Kangxi et le règne de Yongchen, qui avait été un réformateur de la condition paysanne. Hein, mais Yongchen est mort il y a un règne assez court. Yongchen, qui était un excellent empereur, est mort, qui a beaucoup intéressé nos hommes des Lumières, d'ailleurs. Voltaire, en particulier, s'était beaucoup intéressé à Kangxi et surtout à Yongchen. Hein, par cette prospérité même, la Chine commençait, là où elle est cultivable, à devenir surpeuplée. Il y a eu un début de surpopulation. Et puis, il y avait toujours cette menace de la coalition du Tibet et de la Mongolie, alors là, par la religion lamaïque contre la Chine, contre le gouvernement central, qui a contraint Qianlong à entretenir des armées très importantes dans le centre de la Chine, dans la région du Qinghai, etc. C'est récurrent depuis le XIVe siècle, malgré la façon dont le Dalai Lama et l'empereur avaient réglé leur relation, c'est-à-dire que les empereurs Ming s'étaient déclarés disciples spirituels des Dalai Lama, et les Dalai Lama s'étaient déclarés vassaux dans le temporel. Vassaux dans le temporel. Vassaux dans le temporel. Alors, ce qui n'était pas un inconvénient pour les Chinois. Une vraie négociation d'histoire du droit dans l'histoire de l'État français. Oui, parce que là on pense à quelque chose qui a miné l'histoire de l'Europe, qui est la question du sacerdoce et de l'Empire. Bien sûr. Du sacerdoce et en fait de la royauté. Parce que on la rapporte toujours à l'Empire romain germanique, mais en réalité on la retrouve en France, on la retrouve... C'est le problème des 2 glaives. C'est le problème des 2 glaives, exactement. Des 2 glaives. Bon, voilà. Alors ce problème ne se posait pas du tout en Chine, mais il s'est posé lorsque, face à la forme particulière du lamaïsme. Du lamaïsme qui affectait non seulement le Tibet, mais la Mongolie, puisque le lamaïsme monte jusqu'en Sibérie. Jusqu'en Sibérie. Et qu'il y a eu... Et que c'est un vrai pouvoir temporel
pas exempt de brutalité d'ailleurs, je tiens à le dire pour ceux qui ne voient pas du tout, Très brutal. qui voient pas, c'est une théocratie esclavagiste quand même. C'est une théocratie esclavagiste, absolument. Absolument. bien voir ce que Mais c'est le absolument. lamaïsme. Mais bien sûr, c'est une théocratie esclavagiste, absolument. Et c'est un des plus grands spécialistes du lamaïsme, l'Italien Giuseppe Tucci, qui a écrit un ouvrage admirable qui s'appelle Les religions du Tibet et de la Mongolie, mais qui a fait lui-même des enquêtes sur place et qui a pris des photographies absolument horribles de l'état de misère dans lequel vivaient les Tibétains dans les régions où il a eu accès. Là, je ne parle pas de photographies de la propagande chinoise, de la propagande maoïste. Je parle de photographies prises dans les années 30 par Giuseppe Tucci. Oui, tout à fait. C'est ce grand livre qui était un classique Payot. Voilà. Tout à fait. Donc, si tu veux, tu vois, pour toi, pour en revenir, y a-t-il un risque à terme par contre-coup de la modernité, et les Européens ont bien connu ça. Rappelle-toi, toute la crise fin de siècle à la fin du 19e, ça va emporter le syndrome Werner, ça va emporter la psychanalyse, et après ça va emporter tranquillement la partie germanique de l'Europe vers la folie, puis ensuite nous vers la guerre face à eux. Donc si tu veux, est-ce qu'il y a peut-être un risque de retour de modernité dissolvante pour la Chine? Et est-ce que la Chine pourrait, et si oui, comment, se tourner vers les grands ancêtres, vers Mengzi et autres, ou, pour toi, la Chine doit-elle faire quelque chose de nouveau? Et peut-elle le faire? Je ne peux pas te répondre. Je pense qu'elle peut le faire, je pense qu'elle le fait déjà. Je peux te donner un nom. C'est le professeur Chen Lai. Le professeur Chen Lai, qui est à la fois membre du Parti communiste chinois et, on peut dire, le maître des études nationales. Kuo-Xue, les études nationales. Une espèce de culturologie chinoise qui a pris beaucoup d'importance et dont d'ailleurs un des fondateurs est quelqu'un de peu connu, qui m'a aidé, enfin dont l'œuvre m'a aidé dont l'édition m'a aidé pour cette traduction, c'est Wang Zichen. Wang Zichen, c'était un des premiers socialistes chinois, mais quelqu'un qui était confucéen. D'ailleurs, ce qu'était Liang Shumi aussi, à sa façon, avec la différence que Liang Shumi était d'une certaine école bouddhiste, était lui-même bouddhiste, mais d'un bouddhisme spirituel qui n'a rien de commun avec ces formes vraiment, ces formes du mahayanisme, enfin ce qu'on appelle le Vajrayana. Hein. C'est en réalité une fusion du bouddhisme et d'une certaine forme de magie. Oui, tout à fait. De magie, de chamanisme de l'Asie centrale. Bon. Donc, Wang Zichen a édité les quatre livres, c'est-à-dire Confucius, Mengzi, la grande étude et l'invariable milieu. Les deux derniers qui sont des textes assez courts, qu'on trouve aussi, d'ailleurs, dans les livres des rites. Ce qui donne à penser, en effet, qui constitue une preuve que, si ce n'est Confucius, du moins ses proches disciples ont collaboré à la mise en ordre des premiers livres des rites, qu'on appelle souvent d'ailleurs les rites des Zhou. Zhou-li, les rites des Zhou. Alors, oui, l'existence de cette espèce de culturologie montre que... Et la place de cette culturologie à l'université, dans les écoles même, à ma connaissance, dans les écoles du parti, montre que cette fusion est en cours, mais quelle forme elle prend, ça, précisément, je ne le sais pas. Le livre de Zhou Tingyang, dont j'ai fait un compte-rendu et que j'ai un peu critiqué d'ailleurs, mais critiqué pas dans son fond, mais par rapport à l'attitude de séduction
qui est très sensible par rapport à Régis Debray, puis par rapport à... qui est très sensible dans le livre de Tchortignan. C'est pas un bon exemple de cela, parce que justement, je pense qu'il est tourné vers l'extérieur. Mmh. Mmh. Oui, oui. C'est le livre de quelqu'un de très cultivé, c'est le livre de quelqu'un qui parle anglais et peut-être d'autres langues, mais c'est quelqu'un qui a un anglais parfait. D'ailleurs, il était venu à la librairie le Phénix donner une conférence en anglais en 2018. C'était vraiment quelqu'un qui a une connaissance très, très approfondie de toute la pensée européenne, antique comme moderne d'ailleurs, et postmoderne même. Postmoderne, il emploie le terme de postmodernité. Ça n'est pas un bon exemple. Pour moi, le principal exemple, parce qu'il y en a d'autres, principal auteur, c'est Chen Lai. Mmh. Le fait que quelqu'un qui a une telle connaissance des textes anciens, une telle... et la façon dont il écrit aussi sur la révolution culturelle, sur la prudence avec laquelle il écrit sur la révolution culturelle, sur... alors aujourd'hui, vous avez certains sinologues de bonne aloi, certains sinologues de grand mérite, comme Van der Merch lui-même, d'ailleurs, dans ces dernières années, à propos de l'époque de la révolution culturelle, parle de suicide ou d'autodestruction. C'est allé un peu loin. Chen Lai ne parle pas de cela. Mais il dit bien que... Mais il insiste sur le fait que le marxisme, ce qui se voulait un marxisme chinois orthodoxe, considérait le confucianisme comme une utopie rétrospective, donc quelque chose qui n'était pas viable. Voilà. Et à l'époque où j'étais en Chine et dans les années qui ont précédé, on commençait à rééditer des textes anciens, mais tous les textes que l'on rééditait, c'était des textes autour de Sun Fei-tse, du légisme, et aussi l'œuvre de Sun Tzu, présentée avec des préfaces, comme ce qui est faux, comme un des pères du légisme. Tout simplement parce que deux de ses disciples ont tourné le dos au confucianisme et ont été l'un l'auteur préféré et l'autre le conseiller et on peut dire le premier ministre de Qin Shi Huangdi, l'unificateur légiste par la guerre totale. Alors ces textes sur la guerre totale, on sait que dans ces dernières années, Mao parfois se comparait un peu à Qin Shi Huangdi. Chérie, ce sera ma dernière question. À partir de Mengzi, oui. À partir de ces grands unificateurs chinois, oui. Laquelle de nos traditions à nous pouvons-nous mettre en face pour dialoguer avec la Chine? Sur quelles notions, sur quel biais, si ce dialogue doit avoir lieu? Certains aspects de notre pensée classique, y compris monarchique, certains aspects, mais tu vois, mais je pense, par exemple, pour ce qui est de la monarchie absolue, je ne dirais pas Bossuet, tu vois. Je ne dirais pas Bossuet. Hein? Je dirais plutôt, peut-être, les écrits de Richelieu, et même certains passages des mémoires de Louis XIV, qui sont très peu lus, mais qui sont quand même... bon. La pensée voltairienne des Lumières, mais là, je pense vraiment à Voltaire. Oui. Et alors là, c'est ce que je vais essayer de montrer dans un prochain travail. Mais il faut que j'approfondisse ça. Je dirais la pensée d'Auguste Comte, qui est totalement inconnue aujourd'hui.
Oui, totalement inconnu aujourd'hui. totalement effacé. Totalement inconnu. On oublie qu'Auguste Comte, qui s'est intéressé au communisme, qui avait une conscience très vive de la condition des prolétaires en son temps, Oui, Comte est mort en 1856 ou 57, donc dans la première période du Second Empire, et on sait très peu qu'il avait écrit, qu'un de ses derniers écrits, c'est un appel aux conservateurs. C'est-à-dire qu'il avait en quelque sorte parié sur une sorte de... Enfin, disons qu'il pensait éclairer en quelque sorte Napoléon III, qui s'était intéressé lui-même au socialisme. oui, bien sûr. Voilà, Oui. dans sa jeunesse. Mm. Mais là, j'ai encore des choses à ma grande honte, je dois dire que c'est le fait que le principal disciple d'Auguste Comte soit intéressé à la Chine, qui m'a poussé moi-même à m'intéresser à Auguste Comte, sur lequel j'avais beaucoup de préjugés, mais alors des préjugés qui remontaient à l'époque. T'en fais pas, c'est un des penseurs qu'on a le plus chargé au siècle dernier. Hein, tout le XXe siècle, on l'a chargé. Moi, je n'oublierai jamais la discussion avec une agrégée, la seule qui me disait, de toute façon, Auguste Comte, il n'y a qu'une seule chose à en savoir, c'est ordre et progrès, c'est la devise du Brésil. Point. C'était vite expédié. Donc, Alors là, je vais montrer quelque chose que je considère comme un trésor. C'est un des premiers essais d'Auguste Comte, écrit à 20 ans, sommaire, appréciation de l'ensemble du passé moderne. Une réflexion sur l'évolution de la société européenne et principalement française. C'est une réflexion autour justement de ces deux pouvoirs, autour des deux glaives. Autour des deux glaives. Voilà. Chez l'Harmattan, ça se trouve. Et je vais essayer de voir comment on peut, de préciser un peu d'abord dans mon esprit, parce qu'il est impossible qu'une telle pensée, c'est pour ça que c'est à Auguste Comte que je me suis référé pour définir l'humanisme. Parce qu'il est significatif que dans l'œuvre d'Auguste Comte, le mot, alors que l'idée est déjà présente, le mot humaniste n'apparaisse pas. Pourquoi ? Parce que le mot humaniste, si, mais pas l'humanisme. Parce que l'humanisme a été bloqué par la théologie catholique, la théologie chrétienne, tout simplement. Voilà. ouais, d'un certain côté, peut-être nous faudra-t-il nous aussi trouver ce qui nous tiendra du lieu de religion pour pouvoir dialoguer. Alors, c'était l'idée finale d'Auguste Comte, mais Auguste Comte a probablement été malade tout à fait à la fin de sa vie, puisqu'il est mort d'un cancer de l'estomac, et c'est quelqu'un qui travaillait continuellement, qui s'est totalement épuisé au travail, qui était entretenu par des disciples, mais le plus honnêtement du monde, et qui, c'est vrai, à la fin de sa vie, se considérait un peu comme le pape comme le pontife d'une nouvelle religion. Ouais. Mais dans notre propre... Mais comme c'est une pensée qui récapitule, et à mon sens, de façon lumineuse et intelligente, toute notre tradition, je pense qu'il ne faut pas la laisser dormir. Oui, c'est parce que le positivisme a un côté très traditionnel, on l'oublie. Mais bien sûr. On l'oublie, mais le positivisme, si la France n'a pas de rue à numéro, comme l'ont les pays anglo-saxons, Oui. c'est parce que les positivistes ont imposé dans toute la France les noms des grands morts pour que les morts soient perpétuellement en contact, pour que la mémoire des morts soit sur les rues, soit marque l'espace. C'est très important. Tu vois, et c'est très important. Donc si tu veux, c'est d'un certain côté, pour citer, on en terminera là, un de mes vieux amis qui est Tadao Takemoto, avec la Chine, ça se fera dialogue racine contre racine, ou plutôt tradition entre traditions. Oui. Oui. Et
Dernière citation, si tu me le permets, justement parce que tu as employé le terme de tradition. Alors, je veux citer de façon précise, ce qui n'a point changé sous les vrais rois successifs est digne d'être considéré comme le fil conducteur de la voie. C'est une définition de la tradition formulée par Sun Tzu, mais que l'on trouve déjà chez Mo Tzu et chez Confucius. Ce qui n'a point changé sous les vrais rois successifs. Par roi, il faut entendre évidemment celui qui gouverne, Bien sûr. tout simplement. Mais il dit bien les vrais rois, ce qui veut dire, ça veut dire que c'est ce qui a été préservé par la légitimité qui fait la tradition. Dans la légitimité, c'est ça. Mais quelle légitimité? Alors, c'est toute la question du mandat du ciel. C'est toute la question du mandat du ciel. Et ça, dans la question du mandat du ciel, j'ai essayé, dans cette traduction, de la rendre aussi claire que possible. Aussi claire que possible. C'est-à-dire que Voilà donc ce que... Merci beaucoup, Ouchériv. Nous te retrouverons pour de nouveaux travaux. Je vous renvoie tous, pour tous ceux qui aiment la grande pensée, qui aiment l'histoire de la pensée, qui aiment la Chine et sa culture, mais qui aiment également le dialogue Racine contre Racine. J'aime beaucoup cette expression de Tadao Takemoto, qu'il apprend d'ailleurs à Malraux. Je vous renvoie à l'ouvrage traduit et présenté par notre ami Yves Branca, accessible sous cette vidéo. N'hésitez pas à nous soutenir, vous avez tout le nécessaire en présentation. Je vous dis à très vite, bon courage à tous. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.